La vie de John Parker était tranquille depuis que sa femme Mélanie était décédée 5 ans plus tôt. Il passait la plupart de ses journées à travailler sur de petits projets autour de sa modeste maison de plain-pied à Springfield, Missouri. La maison se trouvait au bout d'un chemin de gravier, entouré de champs ouverts et de quelques groupes de chênes. C'était une vie simple, le genre de vie qui laissait amplement le temps de réfléchir et où la solitude pouvait s'insinuer. Le jour où tout a changé a commencé comme les autres. John était assis au restaurant local, un endroit où Mélanie et lui avaient l'habitude de partager des crêpes le samedi matin. Il sirotait son café, perdu dans ses pensées, lorsqu'un titre dans le journal de la veille attira son regard, tragédie locale, jeunes parents décédés, 2 enfants laissés pour compte. Il lut l'article 2 fois. Caleb, 10 ans, et Mason, 7 ans, avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture juste à l'extérieur de la ville. Aucun parent proche ne s'était manifesté pour les prendre en charge, et ils étaient maintenant placés dans le système de famille d'accueil. John posa le journal, fixant le parking du restaurant par la fenêtre. Une douleur profonde s'installa dans sa poitrine, pas le genre de douleur qui disparaît vite. Il repensa aux mots de Mélanie, prononcés tant de fois lorsqu'il rêvait d'avoir des enfants, si nous ne pouvons pas avoir les nôtres, peut-être sommes-nous destinés à aider quelqu'un qui a besoin de nous. Sa voix semblait résonner dans la pièce, même si elle était partie depuis longtemps. 2 semaines plus tard, John était assis dans le bureau de son avocat, des papiers d'adoption étalés sur le bureau. C'était une décision qu'il n'avait jamais imaginé prendre, mais une fois que l'idée avait pris racine, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il n'adoptait pas seulement 2 garçons, il ouvrait sa maison et son cœur à un avenir qu'il ne pouvait pas entièrement prévoir. Alors qu'il signait son nom sur la ligne pointillée, l'avocat, un homme âgé aux cheveux grisonnants, le regarda d'un air interrogateur. « Vous savez, les gens d'ici vont parler, dit-il. Vous êtes sûr de ça ?» La main de John s'interrompit un instant, puis continua à écrire. « Laissez-les parler, répondit-il fermement. Au moment où il sortit du bureau, la paperasse terminée, John ressentit un mélange de peur et de détermination. Pour la première fois depuis des années, il n'existait pas seulement, il avait un but. La première rencontre avec Caleb et Mason eut lieu à la Maison des Enfants, un bâtiment en briques à la périphérie de Springfield. L'air sentait légèrement le désinfectant et la nourriture de cafétéria, et le doux bourdonnement des bavardages d'enfants résonnait dans les couloirs. John était assis sur une chaise en plastique, ses mains posées sur ses genoux, en attendant. Quand les garçons entrèrent enfin, John se leva. Caleb, le frère aîné, entra le premier. Ses yeux sombres et prudents balayèrent la pièce avant de se poser sur John. À 10 ans, Caleb portait déjà une certaine lourdeur dans sa posture, comme si le poids du monde reposait sur ses petites épaules. Derrière lui, Mason s'accrochait à la chemise de son frère, ses pas hésitants. À seulement 7 ans, il avait l'air si petit et vulnérable, pourtant il y avait une étincelle de curiosité dans ses yeux que John ne pouvait ignorer. « Salut les garçons », dit John, sa voix ferme malgré l'énergie nerveuse qui lui serrait la poitrine. « Je suis John Parker. » Caleb ne répondit pas tout de suite. Il étudia John comme s'il essayait d'évaluer si cet homme n'était qu'un autre dans la longue lignée d'adultes temporaires. Mason, pendant ce temps, murmura quelque chose à son frère, qui fit un léger signe de tête avant de s'avancer. « Vous allez vraiment nous prendre tous les deux ?» demanda Caleb enfin, sa voix ferme mais douce. John s'agenouilla pour être à la hauteur de Caleb. « C'est la seule façon que ça marche, » dit-il fermement. « Toi et Mason, vous formez un tout. » Mason jeta un coup d'œil derrière Caleb, ses lèvres tremblantes. « Pour combien de temps ?» demanda-t-il, à peine audible. « Pour de bon » répondit John, le poids de ses mots s'enfonçant profondément dans la pièce. « Ce n'est pas juste pour l'instant. Je suis là pour le long terme. Vous allez avoir une maison avec moi. » Les mots planèrent dans l'air, lourds de promesses. Pendant un instant, les garçons semblèrent incertains de le croire, mais alors quelque chose changea. Mason lâcha la chemise de Caleb et s'avança, sa petite main tendue. John n'hésita pas. Il prit la main du garçon dans la sienne, sentant la fragilité et la confiance dans ce simple geste. Le trajet de retour fut silencieux, ponctué seulement par le bruit du gravier crissant sous les pneus du camion. Caleb et Mason étaient assis serrés l'un contre l'autre sur la banquette arrière, leurs petits sacs à dos serrés fermement. John les regarda dans le rétroviseur, sa poitrine se serrant d'un mélange de protection et d'incertitude. Alors qu'ils entraient dans l'allée, Mason parla pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le foyer pour enfants. « C'est grand », dit-il en regardant la maison.
C'est votre maison, répondit John simplement. Il conduisit les garçons à l'intérieur, leur montrant leur chambre partagée. Elle était petite mais confortable, avec des lits jumeaux assortis et une fenêtre donnant sur le jardin. Caleb posa son sac à dos avec précaution, ses yeux balayant la pièce, tandis que Mason s'assit immédiatement sur l'un des lits, rebondissant légèrement sur le matelas. John s'éclaircit la gorge. « Écoutez, je sais que tout cela est nouveau et peut-être un peu effrayant, commença-t-il, sa voix basse et ferme. Mais je veux que vous sachiez quelque chose d'important, ce n'est pas temporaire. C'est votre maison maintenant, et je serai là pour vous quoi qu'il arrive. » La mâchoire de Caleb se serra et, un instant, John pensa qu'il pourrait résister, mais alors le garçon fit un petit signe de tête. Mason, pendant ce temps, murmura, « Promis. » « Je promets, » dit John, sa voix ferme. À ce moment-là, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Quels que soient les défis à venir, ils les affronterait ensemble. Les premières semaines mirent John à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Caleb et Mason avaient été. Ils avaient déjà vécu bien plus dans leur courte vie que la plupart des adultes ne pouvaient l'imaginer, et cela se voyait. Caleb gardait ses émotions hermétiquement closes, parlant rarement sauf si on lui posait une question directe. Mason, en revanche, était plein d'énergie nerveuse, sujet à des larmes soudaines ou des éclats de rire qui semblaient plus un mécanisme de défense qu'une joie véritable. Ensuite, il y avait la ville. Springfield n'était pas le genre d'endroit où les secrets restaient enfouis. Les murmures commencèrent presque immédiatement. À l'épicerie, une voisine jeta un coup d'œil au caddie de John, rempli de snacks et de céréales pour enfants, son expression mêlant à parts égales surprise et jugement. À l'église, la congrégation bruissait quand John entra avec les garçons, leurs jeunes visages se détachant au milieu d'une mer de visages familiers. Il ne fallut pas longtemps avant que les murmures ne se transforment en actes plus manifestes. La quincaillerie n'avait soudainement plus la peinture dont John avait besoin pour la chambre des garçons. Un restaurant local réservait mystérieusement toutes ses banquettes quand John et les garçons s'arrêtaient pour le petit déjeuner. Il entendait des murmures lors des réunions du conseil municipal, où les gens parlaient en langage codé de famille non conventionnelle et de la préservation de la communauté. Un après-midi, Caleb et Mason jouaient au basketball dans l'allée quand un couple âgé passa, leurs yeux se plissant en les voyant. L'homme marmonna quelque chose à sa femme, assez fort pour que Caleb l'entende. « Il le regrettera, » dit-il. John, qui nettoyait des outils dans le garage, sortit juste au moment où Caleb s'immobilisa en plein dribble. Le visage du garçon était soigneusement inexpressif, mais John vit la tension dans ses épaules. Il s'approcha, posant une main ferme sur l'épaule de Caleb. « Ne les écoute pas, » dit John, sa voix ferme et posée. « Certaines personnes parlent parce qu'elles ne savent pas réfléchir. Tu es ici parce que tu as ta place ici. Ne laisse personne te faire douter de ça. » Caleb hocha la tête, mais John voyait que le garçon avait du mal à le croire. La nuit était le moment le plus difficile. Mason faisait des cauchemars, vifs et terrifiants, qui le faisaient courir en pleurs dans la chambre de John. La première fois que cela arriva, John s'assit avec lui au bord du lit, son bras protecteur enveloppant le corps tremblant du garçon. « C'était à propos de l'accident ?» demanda doucement John. Mason hocha la tête, enfouissant son visage dans la poitrine de John. « Il me manque » murmura-t-il. « Je sais » dit John, la voix empreinte d'émotion. « C'est normal qu'il te manque. C'est normal d'être triste. Mais je suis là maintenant, Mason. Tu n'es pas seul. » Mason s'accrocha plus fort à lui et, pour la première fois, John eut l'impression de commencer à percer les murs que les garçons avaient construits autour de leur cœur. Caleb, cependant, était une autre histoire. Le garçon affichait une force tranquille qui rendait difficile pour John de savoir ce qu'il ressentait. Un soir, alors que John travaillait à réparer quelque chose. Alors qu'il posait le pied sur le porche, Caleb s'approcha de lui, tenant une petite boîte en bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda John en essuyant ses mains sur son jean. Caleb hésita avant de lui tendre la boîte. À l'intérieur se trouvaient des photographies, un mélange de photos de famille et de clichés spontanés de ses parents. « Je ne veux pas que Mason les voie pour elle. »« Instant, » dit Caleb doucement. « Il n'est pas prêt. » John hocha la tête, refermant la boîte avec précaution. « Tu es un bon grand frère, » dit-il. « Tu prends soin de lui. » Caleb haussa les épaules, mais il y avait une lueur dans ses yeux, peut-être de la fierté. « C'est juste ce que je fais. » Malgré les difficultés, il y avait de petites victoires. Mason se mit à rire davantage,
d'un rire sincère, le genre qui remplissait la maison de chaleur. Caleb, toujours aussi sérieux, montra de l'intérêt pour les projets de menuiserie de John, observant attentivement John expliquer comment poncer et teindre le bois. Les garçons guérissaient, lentement mais sûrement. John savait que la route à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir. Le printemps arriva tôt cette année-là, apportant des journées plus chaudes et des ciels plus lumineux. John y vit une chance d'impliquer les garçons dans la communauté, malgré le scepticisme qui persistait en ville. Il les inscrivit à des sports pour jeunes au Caleb au basketball et Mason au football et décida qu'ils participeraient tous à la prochaine journée de nettoyage de la ville. Le premier jour de match ne se déroula pas aussi bien que John l'avait espéré. Caleb, portant son maillot de basketball fraîchement distribué, entra sur le terrain avec son équipe, seulement pour être accueilli par les regards des parents sur le côté. John remarqua que certains d'entre eux chuchotaient, leur regard allant de Caleb à lui. Le match commença et le talent de Caleb devint rapidement évident. Il était rapide, précis et entièrement concentré. À la mi-temps, même les parents les plus sceptiques durent admettre que le garçon était bon. Pourtant, l'atmosphère était lourde de tension après le match. Alors que Caleb quittait le terrain, John vit l'un des autres parents s'approcher de lui. L'homme, portant une casquette de baseball et une expression sceptique, lui tendit la main. « Il a un vrai talent, dit-il d'une voix rauque. Vous devez être fier. » John lui serra la main fermement. « Je le suis. Il a travaillé dur. » Ce n'était pas une phrase complète, mais c'était un début. Lors de la journée de nettoyage de la ville, les choses firent un nouveau pas en avant. Des volontaires se rassemblèrent sur la place du village, armés de balais, de sacs poubelles et de gants. John et les garçons rejoignirent un groupe chargé de repeindre le kiosque. Pendant qu'ils travaillaient, les bavardages de Mason emplissaient l'air, arrachant des sourires à quelques volontaires plus âgés. « Monsieur Parker, » dit une femme en essuyant ses mains sur son tablier pendant qu'elle faisait une pause, « Mason a une façon de rendre le travail un peu plus léger. » « C'est un enfant brillant, il l'est. »« Il l'est, » répondit John, regardant Mason rire en essayant de peindre une ligne droite sur la balustrade du kiosque. Caleb, plus réservé, travaillait assidûment. À ses côtés, ses coups étaient réguliers et précis. Au fur et à mesure que la journée avançait, davantage de gens ont commencé à interagir avec les garçons. Caleb a démontré son talent pour la menuiserie en réparant un banc bancal, ce qui lui a valu un signe d'approbation de la part d'un des hommes plus âgés. Pendant ce temps, Mason a réussi à organiser un petit groupe d'enfants pour aider à ramasser les déchets dans le parc. À la fin de la journée, l'ambiance avait changé. Les gens ne se contentaient plus de tolérer John et les garçons, ils commençaient à les considérer comme faisant partie de la communauté. Le véritable tournant est survenu lorsque Mason a participé au concours artistique annuel du festival de printemps de la ville. Il a passé des jours à travailler sur une peinture de ses parents décédés, un hommage sincère qui capturait leur amour et leur chaleur. Quand il l'a soumise, John n'était pas sûr de la façon dont elle serait accueillie. Le jour du festival, la peinture de Mason a été exposée aux côtés d'autres œuvres sur la place du village. Les gens s'arrêtaient pour l'admirer, leurs expressions s'adoucissant à mesure qu'ils percevaient l'émotion derrière les coups de pinceau. Lorsque les gagnants ont été annoncés, le nom de Mason a résonné sur la place. Les applaudissements qui ont suivi étaient sincères et, alors que Mason s'avançait pour recevoir son ruban, John a vu quelque chose changer dans la foule. La joie du garçon était contagieuse et, pour la première fois, les murmures de jugement semblaient s'estomper. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Caleb a pris la parole. « C'est différent », a-t-il dit doucement. « Quoi donc » a demandé John. « Les gens » a répondu Caleb, en jetant un coup d'œil en arrière vers la place où les lumières du festival scintillaient encore. « Ils ne nous regardent plus de la même manière. » John a souri. « C'est parce qu'ils commencent à voir ce que je vois, deux enfants extraordinaires qui ont leur place ici. » Cela a commencé par un grondement lointain un après. Midi, le genre de tempête dont les nouvelles locales mettaient en garde depuis des jours. Au soir, le ciel est devenu d'un gris violacé et les vents se sont levés, pliant les arbres dans le jardin de John. Caleb et Mason se tenaient près de la fenêtre du salon, leurs visages éclairés par un mélange de fascination et de peur. « Est-ce que ça va être grave » a demandé Mason, sa voix à peine un murmure. John a posé une main rassurante sur son épaule. « Les tempêtes peuvent être dures, mais cette maison a traversé pire. Nous allons nous en sortir. » Le courant a vacillé, puis a été coupé complètement. John a attrapé une lampe de poche et a conduit les garçons au sous-sol.
Le bruit de la pluie martelant le toit était assourdissant, accompagné du craquement occasionnel de branches se brisant dans le vent. Caleb s'est assis près de Mason, son bras enroulé de manière protectrice autour de son jeune frère. Quand la tempête a finalement passé, John a mené les garçons à l'étage. Ils sont sortis pour évaluer les dégâts, des bardeaux éparpillés dans la cour, des branches jonchant le sol partout, et une partie de la clôture penchée dangereusement de l'autre côté de la rue. Le toit d'un voisin avait subi des dégâts partiels. Le son des sirènes a empli l'air tandis que les véhicules d'urgence naviguaient dans les rues inondées. John prit une profonde inspiration et se tourna vers les garçons. « Au travail, dit-il, il y a des gens dehors qui ont besoin d'aide. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. John et les garçons passèrent toutes leurs heures d'éveil à aider leurs voisins avec les réparations. Ils déblayèrent les branches tombées, clouèrent du contreplaqué sur les fenêtres cassées et distribuèrent des provisions depuis le centre communautaire. Mason devint rapidement très apprécié des voisins, son attitude joyeuse apportant un sentiment de normalité au milieu du chaos. À un moment donné, il tendit une bouteille d'eau à une femme âgée qui lui tapota la joue et dit « Tu as bon cœur, jeune homme. » Caleb, quant à lui, travaillait silencieusement mais sans relâche, sa concentration inébranlable. Il passa des heures à aider John à réparer les toits et à sécuriser les structures instables. Un voisin, un homme bourru qui avait à peine salué John auparavant, s'arrêta pour les remercier. « Vous élevez de bons garçons, dit-il simplement. »« Je les aide simplement à être ce qu'ils sont déjà, » répondit John. La tempête avait rapproché la ville de manières inattendues. Des gens qui avaient autrefois gardé leur distance travaillaient maintenant côte à côte avec John et les garçons. Lors du repas partage communautaire organisé pour remercier les bénévoles, Mason et Caleb s'assirent parmi leurs pairs, riant et partageant des histoires comme s'ils avaient vécu à Springfield toute leur vie. Quand le maire se leva pour prononcer un discours, il a mis en avant John et les garçons. « En des temps comme ceux-ci, nous voyons le vrai caractère des gens, dit-il. John Parker et ses fils nous ont montré ce que signifie prendre soin des autres, quelles que soient les circonstances. » Les applaudissements qui suivirent furent retentissants, et pour la première fois, John eut l'impression que la ville avait vraiment accepté sa famille. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table à manger les restes du repas partage, Mason leva les yeux vers John. « Penses-tu que maman et papa auraient été fiers de nous ?» demanda-t-il doucement. John posa sa fourchette, la gorge serrée. « Je sais qu'ils l'auraient été, » dit-il d'une voix ferme, « et je suis fier de vous aussi. » Caleb jeta un coup d'œil à Mason, puis à John. « Nous sommes fiers de toi aussi, » dit-il. Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids qui fit gonfler le cœur de John. Les semaines suivant la tempête marquèrent un tournant pour John, Caleb et Mason. Les portes autrefois closes de Springfield commencèrent à s'ouvrir, bien que lentement. Les gens qui les avaient auparavant évités leur faisaient maintenant signe de la main quand ils passaient, et les murmures de désapprobation cédèrent la place à des conversations. Les efforts de la famille pendant la tempête avaient laissé une marque sur la ville. Un samedi, alors que Caleb et Mason jouaient au basket-ball dans l'allée, une voiture s'arrêta. C'était Monsieur Peterson, l'un des critiques les plus virulents de la ville. Il sortit Hall. Tenant une petite boîte à outils, « J'ai entendu dire que tu réparais le vieux kiosque du parc, » dit-il d'un ton gêné. « J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'un coup de main. » John hésita un instant, puis lui tendit la main. « Nous pourrions bien avoir besoin d'aide, » dit-il. Cet après-midi-là, Caleb travailla aux côtés de Monsieur Peterson, ponçant les balustrades du kiosque, tandis que Mason aidait à appliquer une nouvelle couche de peinture. À la fin de la journée, la structure autrefois délabrée brillait, et Monsieur Peterson resta assez longtemps pour partager de la limonade avec la famille sur leur porche. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un pas vers la réconciliation. La transformation de la ville s'étendait au-delà des individus. L'équipe de basket-ball de Caleb organisa une collecte de fonds pour aider les familles qui se remettaient encore de la tempête, et Mason suggéra de donner une partie des bénéfices pour réparer l'aire de jeu du centre communautaire. Quand Mason présenta l'idée au groupe, quelques enfants hésitèrent. « Et si nous ne récoltons pas assez ?» demanda un garçon. Mason sourit. « Alors nous continuerons jusqu'à ce que nous y parvenions. » La collecte de fonds fut un succès, et la vue de Mason remettant un chèque au directeur du centre communautaire fut suffisante pour attendrir même les cœurs les plus durs. Tout le monde ne changea pas aussi vite. Lors d'une réunion du conseil municipal, Madame Aldridge, une femme âgée connue pour sa langue acérée, se leva pour exprimer ses inquiétudes. « Je pense toujours que tout cela est trop vite, dit-elle,
ces mots percutants mais manquant de la mordant qu'ils avaient autrefois. Avant que John ne puisse répondre, Caleb leva la main. La pièce se tut tandis que le garçon se levait. Les gens peuvent changer, dit Caleb d'une voix ferme. Si nous le pouvons, vous le pouvez aussi. La simple déclaration plana dans l'air, et Madame Aldridge se rassit, le visage pensif. Le véritable moment de transformation survint lors de la célébration du 4 juillet de la ville. Le feu d'artifice annuel était un grand événement, attirant des familles de tout Springfield. John, Caleb et Mason arrivèrent tôt pour aider à installer les chaises et les tables. Alors que le soleil se couchait, le parc se remplit de monde et l'air bourdonnait d'excitation. Quand le feu d'artifice commença, Mason s'assit sur les genoux de John, son visage illuminé par les explosions de lumière dans le ciel. Caleb était assis à côté d'eux, son expression mêlant émerveillement et contentement. Alors que le dernier feu d'artifice explosait dans une pluie d'or et d'argent, John regarda la foule. Pour la première fois, il eut le sentiment qu'il n'était pas seulement toléré, il faisait partie de la ville. Mason appuya sa tête contre la poitrine de John. « Nous sommes à notre place ici, n'est-ce pas ?» John sourit, les yeux embués. « Oui, mon pote, nous le sommes. » 10 ans passèrent et Springfield avait changé de bien des façons. De nouvelles entreprises avaient vu le jour. L'aire de jeux autrefois délabré était maintenant un centre d'activités animées. Et le kiosque que Caleb et Mason avaient aidé à restaurer se tenait toujours. Un symbole de résilience, mais ce n'était pas seulement les changements physiques de la ville qui comptaient, c'étaient les gens. La maison de John Parker était devenue au fil des ans un lieu de rassemblement où les voisins se sentaient les bienvenus et où les enfants venaient jouer au basket dans l'allée. Ses fils, devenus des hommes, s'étaient construits des vies pleines de sens, tout en portant en eux les leçons apprises dans cette petite maison au bout du chemin de gravier. Caleb, âgé de 20 ans, étudiait l'architecture à l'université du Kansas. Il rentrait souvent chez lui les week-ends pour aider aux projets communautaires, ses créations donnant vie à de nouvelles idées. Son dernier projet était une fresque murale de la ville, représentant des images de la tempête et de la reconstruction qui avait suivi, rendant hommage à l'unité qui s'était forgée dans son sillage. Mason, 17 ans, avait pris un chemin différent, avec son charisme naturel et sa capacité à se connecter aux gens, il dirigeait des programmes de sensibilisation pour les jeunes au centre communautaire local. Il travaillait sans relâche pour s'assurer que les enfants de tous horizons aient des opportunités de s'épanouir, offrant du mentorat et organisant des événements qui comblaient les écarts. Par une douce soirée d'été, la ville s'est rassemblée pour une cérémonie d'inauguration au centre communautaire. Une plaque y a été dévoilée, sur laquelle on pouvait lire « En l'honneur de la famille Parker », pour nous avoir enseigné ce que signifie être une communauté. John se tenait à l'arrière de la foule, les bras croisés, tandis qu'il regardait son fils parler. Caleb a parlé de l'importance de créer des espaces qui rassemblent les gens, tandis que Mason a partagé des histoires sur les enfants avec lesquels il avait travaillé et sur la différence qu'un peu de gentillesse pouvait faire. Une fois les discours terminés, Caleb a trouvé John près des tables de nourriture. « Nous n'aurions rien pu faire de tout cela sans toi, » a-t-il dit. John secoua la tête, la voix basse. « Non, mon fils, vous avez tous les deux tracé vos propres chemins. Je vous ai juste donné les outils. » Alors que la foule se dispersait, Mason s'est approché, portant 2 assiettes de tarte. « J'ai gardé les dernières parts pour nous, » dit-il avec un sourire. John rit doucement en prenant. « Ente une assiette. C'est bon de savoir que certaines choses ne changent pas. » Tous les trois s'assirent sur un banc près de l'aire de jeu, mangeant dans un silence confortable. Le ciel s'obscurcit et les premières étoiles apparurent, scintillant faiblement au-dessus d'eux. « Je pense que maman aurait été fière, » dit Caleb soudainement, la voix douce. John regarda ses fils, la poitrine gonflée de fierté. « Elle l'aurait été, et moi aussi. » Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Les bruits lointains de rire et de conversation remplissaient l'air, rappelant le chemin parcouru par chacun d'eux. Caleb et Mason étaient devenus des hommes de caractère et de compassion, laissant derrière eux leur propre héritage. Alors que la nuit s'épaississait, John réalisa que la maison qu'il avait construite n'était pas seulement un foyer pour 2 garçons, c'était un fondement pour un avenir meilleur, un avenir qui résonnerait bien au-delà de Springfield.